Vous avez un genre de fiction préféré, vous? Je me suis souvent posé cette question à moi-même pour essayer de comprendre ce que j'aimais, et à force de regarder, puis de lire des œuvres, j'ai remarqué qu'il y avait un genre en particulier avec lequel je connectais très facilement. Ce sont les slice of life. En fait, je suis fasciné par ces récits qui n'ont rien d'extraordinaire, mais qui pourtant réussissent à raconter des histoires super intéressantes en retranscrivant simplement la beauté et la complexité du quotidien. C'est vraiment pas donné à tout le monde de raconter la vie sans artifice, avec justesse et sans pour autant être chiant. Mais il y a justement un mangaka qui en a fait sa spécialité. Alors laissez-moi vous en parler. Salam les refs, bien, moi c'est Jixtro et aujourd'hui j'avais envie de vous faire découvrir Inyo Asano en m'intéressant à quelques-uns de ses mangas pour décortiquer son style, mais aussi pour plonger au cœur de sa psychologie. Juste avant de commencer la vidéo, si vous pouviez lâcher un petit like et vous abonner, histoire de soutenir la chaîne, ça me ferait vraiment plaisir. Et puis au pire, si vous êtes déçu d'ici la fin, mettez un dislike, c'est pas grave. Au moins, comme ça, je comprendrai que vous avez pas aimé. Bref, sur ce, place à la vidéo. Ok, alors le nom d'Inyo Asano ne vous dit peut-être rien comme ça, mais si vous vous intéressez au manga de près ou de loin, je suis quasiment certain que vous avez déjà entendu parler au moins une fois de Bonne Nuit Poun. Forcément, c'est son magnum opus, l'œuvre que tout le monde vend comme étant son classique. Et suffit de lire le manga pour comprendre pourquoi. On est vraiment sur quelque chose de très spécial. C'est comme s'il avait poussé les limites de son style au maximum. On reconnaît facilement que c'est du Asano dans le fond et la forme, pourtant le manga ne ressemble pas tellement à ses autres créations. Très bien, mais du coup, c'est quoi au juste le style d'Asano et pourquoi Bonne Nuit Poun est si différent? À mon sens, il y a 3 gros éléments qui caractérisent Asano. L'écriture de ses personnages, la manière dont il les relie entre eux et l'ambiance déprimante qui plane dans ses œuvres. Dans la vidéo, je vais donc tâcher de vous expliquer en quoi Asano a maîtrisé ces différents éléments avant de vous montrer pour chacun d'entre eux comment il les a perfectionnés au moment de créer Bonne Nuit Poun. Alors, sans plus tarder, regardons concrètement comment tout ça prend forme. Déjà, de manière générale, la grosse force des Slice of Life réside dans l'écriture des personnages. En même temps, c'est logique, c'est un peu le concept du genre. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas tant l'intrigue, mais bien la manière dont les personnages vivent et interagissent entre eux. Ce que je veux dire par là, c'est que les enjeux seront toujours relativement bénins. Il sera jamais question de sauver la planète, par exemple. Par contre, il peut être question de sauver une relation qui est en train de se détériorer. Sauf que pour rendre ça intéressant, il faut absolument qu'on en ait quelque chose à foutre des parties impliquées dans cette relation. D'où la nécessité de correctement écrire et développer ces personnages dans les slice of life. Et je pense que c'est ça que j'aime par-dessus tout dans ce genre. En fait, il y a pratiquement rien qui peut camoufler des mauvais persos. Soit ils sont bien écrits, soit l'histoire est ratée. Alors forcément, si je vous dis qu'Asano a fait de ce genre sa spécialité, vous imaginez bien qu'il sait écrire ses personnages. Je dirais même qu'il excelle là-dedans. C'est vraiment fascinant à lire, tellement ces persos semblent réellement exister. On sent qu'il a une vraie compréhension des humains et de ce que ça implique de vivre en société. Dans Solanin par exemple, son premier gros succès, Asano nous raconte l'histoire d'un jeune couple qui transitionne vers la vie active, mais dont la relation bat un peu de l'aile. Et tout le propos du manga, ça va être de relativiser ce passage à l'âge adulte, en montrant à quel point il peut être compliqué, tellement il y a différents facteurs à prendre en compte. Je vous parlais de relations à sauver tout à l'heure, si Solanin fonctionne autant, c'est parce qu'on s'attache aussi bien au garçon qu'à la fille. D'un côté, on voit qu'elle essaye de faire sa place dans une grande ville tout en essayant de trouver du sens à sa vie et de comprendre ce qu'est le bonheur, et de l'autre côté, on voit que lui cherche un équilibre entre ses rêves d'enfant, ses passions d'ado et ses responsabilités d'adulte. Ils ont donc tous les deux des problématiques très concrètes et qui impactent directement leur relation. Alors, pendant qu'ils travaillent sur eux-mêmes pour se construire, ils doivent aussi faire attention à ne pas détruire cette relation qu'ils avaient déjà construite. C'est ça le style d'Asano, raconter l'humanité de ses personnages à travers leurs défauts et leurs galères. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'il aime bien choisir des personnages dans la vingtaine, probablement parce que c'est le stade où on est le plus paumé dans sa vie, et donc aussi celui qui offre le plus de potentiel narratif. Entre le deuil de son enfance, les traumas de l'adolescence, le passage à l'âge adulte et l'entrée dans la vie active, c'est une vraie rupture qui s'opère à ce moment-là, ce qui implique qu'il y a forcément des obstacles à devoir surmonter. Mais qui dit obstacle, dit surtout opportunité de développement. Puis on voit aussi qu'il aime bien reprendre certains statuts sociaux dans ses histoires. Genre dans chacun des mangas que j'ai lus, il y avait toujours au moins un perso qualifié de friteur. En gros, c'est une personne qui enchaîne et alterne les petits boulots juste pour joindre les deux bouts. C'est une approche intéressante parce que ça permet de montrer concrètement les galères des jeunes dans la vingtaine. Tout le monde ne parvient pas à faire l'enchaînement parfait entre études et travail. Souvent, ça coince, mais il faut se débrouiller quand même pour s'en sortir. Dans la même idée, Asano aime bien aussi mettre des mangaka parmi ses persos, sûrement parce que ça lui permet de se livrer à travers eux en racontant ses propres galères à lui. Maintenant, un aspect intéressant des Slice of Life, c'est le fait qu'il n'y ait pas réellement d'antagoniste. Genre, le concept en lui-même ne fait pas vraiment sens dans ce contexte, donc forcément, c'est le cas aussi chez Asano.
En revanche, les personnages doivent quand même faire face à de l'adversité. Sauf que bien souvent, cette adversité provient soit de la pression que la société leur impose, soit de leur mal-être intérieur. Par exemple, dans Errance, on suit la vie d'un mangaka qui galère à écrire son prochain manga. En fait, il est tiraillé entre son désir de plaire au public et sa volonté de créer ce qui lui plaît vraiment. C'est un dilemme intéressant, parce qu'il pousse le protagoniste à reconsidérer ses propres valeurs. Pourquoi est-il devenu mangaka? Est-ce qu'il veut simplement pouvoir vivre de ses dessins, quitte à dessiner des mangas qu'il n'aime pas mais qui plaisent au public? Ou alors, est-ce qu'il souhaite créer pour lui-même d'abord, en renonçant à la notoriété et au succès? C'est typiquement le genre de problématique auquel est confronté n'importe quel artiste, et Asano raconte parfaitement tous les doutes et la déprime qui entourent ce choix. Probablement d'ailleurs parce que lui-même a dû passer par là. Mais je pense que ce que je préfère dans l'écriture de ces personnages, c'est sa capacité à les nuancer. Parce que, ok, Asano arrive très bien à poser des problématiques pertinentes à ses persos pour les faire constamment se questionner. Mais en fait, la vraie force derrière ça, c'est qu'il les autorise à commettre des erreurs. Il y a rarement, pour ne pas dire jamais, des personnages qui sont parfaits. C'est-à-dire qu'ils vont toujours merder à un moment ou à un autre. Et quand je parle d'erreurs, je parle vraiment de trucs moralement et éthiquement discutables. Genre, dans son manga Quartier de Lumière, il y a un gamin qui est en galère de thunes. Du coup, pour s'en sortir, il devient accompagnateur de suicide. En gros, il contacte des personnes qui veulent mourir et il s'arrange pour organiser leur suicide. En échange de quoi, il récupère de l'argent et leur téléphone. Dites-vous que ça, c'est vraiment un exemple random de nuance chez Asano. Par exemple, si je prends un chant de l'arc-en-ciel maintenant, on y voit une prof qui ferme délibérément les yeux sur l'harcèlement que subit une de ses élèves, simplement parce qu'elle n'aimait pas l'élève en question. C'est à chaque fois plein de petits trucs comme ça qui devraient logiquement nous faire détester les persos, sauf que dans les œuvres d'Asano, c'est juste la norme en fait. Du coup, comme il n'y a jamais vraiment de perso moralement supérieur pour créer un contraste, on se retrouve avec plein de nuances de gris qu'on est obligé d'accepter tel quel. Asano a très bien compris que personne n'était parfait, et il prend un malin plaisir à nous raconter tous les défauts de ses personnages. Maintenant, ce qui fait que son approche marche aussi bien, c'est qu'en dehors du trait détestable qu'il donne à ses persos, il en fait vraisemblablement de bonnes personnes. Genre le gamin qui accompagne les suicides, à côté, il fait tout son possible pour aider sa pote après qu'elle ait été agressée. Et la prof qui déteste son élève, en réalité c'est parce qu'elle était intervenue par le passé pour la sauver pendant qu'elle se faisait agresser, sauf que dans sa tentative de sauvetage, elle s'est retrouvée avec son visage défiguré. C'est ce jeu de nuances qui rend ces personnages si complets et fascinants à lire. Ok, là, normalement, si j'ai bien fait mon job, vous devriez avoir compris comment Asano écrivait ses personnages et pourquoi ils étaient réussis à mon sens. Donc, maintenant, regardons ce qu'il en est dans Bonne Nuit Poun Poun. Fondamentalement, son style d'écriture n'est pas si différent. On retrouve encore les archétypes qu'il aime bien développer, avec principalement des persos dans la vingtaine, sa capacité à poser des problématiques pertinentes, puis aussi, et surtout, sa capacité à nuancer et complexifier moralement chacun de ses personnages. Alors, pourquoi est-ce que ce manga en particulier serait différent des autres ? Déjà, un truc tout con, c'est qu'il est bien plus long. La plupart des mangas qu'Asano a fait se tiennent en un tome ou deux maximum, alors que Bonne Nuit Poun Poun s'étale sur 13 tomes. Donc forcément, ça lui donne beaucoup plus d'espace pour écrire et développer les arcs narratifs de ses personnages. Et c'est un truc qu'on ressent vraiment à la lecture, parce qu'on a le temps de s'attacher beaucoup plus à chacun d'entre eux. Il a parfaitement su adapter son style à une œuvre plus longue, et surtout, il n'a pas fait l'erreur d'augmenter drastiquement son nombre de persos. Donc comme il avait encore un cast relativement restreint, il a su en profiter pour encore plus et mieux le développer. D'ailleurs, même si ses œuvres sont globalement courtes, Asano aime bien raconter son histoire en s'étalant dans le temps, que ce soit avec des flashbacks ou des ellipses. Je vous dis ça parce que c'est aussi le cas dans Bonne Nuit Poun Poun. Sauf qu'ici, il prend le temps de raconter plein d'étapes différentes de la vie de son protagoniste. Et là, c'est peut-être le moment d'enfin vous expliquer un peu de quoi ça parle Bonne Nuit Poun Poun. Vous allez voir, c'est très simple. En gros, on suit la vie de Poun Poun, le personnage principal, de son enfance jusqu'à ses 25 ans à peu près. Ce qui est troublant au début, c'est que Poun Poun, ainsi que les membres de sa famille, sont représentés métaphoriquement par une sorte de canard bizarre. Ce que je veux dire par là, c'est que nous, on les voit comme des canards bizarres, mais au sein de l'œuvre, c'est juste une famille normale comme les autres. Après, honnêtement, on s'habitue très vite au décalage, donc ne vous laissez pas rebuter par ça si vous aviez l'intention de lire. Mais justement, cette approche métaphorique est intéressante parce que, à ma connaissance, il a jamais fait ça dans aucun autre de ses mangas. Du coup, c'est un très bon exemple pour vous montrer en quoi Asano repousse les limites de son propre style dans cette œuvre. Grosso modo, l'idée de la métaphore, c'est de rendre son protagoniste le plus universel possible en lui retirant tous ses traits caractéristiques physiques, ce qui permet à un maximum de personnes de se reconnaître en lui. Et puis, comme de base, Poun Poun n'a pas un physique humain, ça permet aussi à Asano d'exploiter cette métaphore pour faire passer des messages à travers le corps de Poun Poun, sur son état émotionnel par exemple. Un peu comme Koro Sensei dans Assassination Classroom si vous voulez, dont le visage changeait en fonction de ses émotions. En vrai, c'est très malin et même très réussi. Poun Poun est tellement banal en tant que petit garçon au début de l'histoire qu'on s'identifie hyper facilement à lui.
Et le fait de suivre l'évolution de sa vie à partir de la primaire, puis au collège, au lycée et même en post-bac, ça accentue encore plus cette identification, parce qu'il passe par des problématiques qu'on a nous aussi vécues. À ce niveau, Asano a véritablement réussi son coup. Sauf que cette réussite, en réalité, c'est un piège qu'il nous a tendu. Rappelez-vous, dans les mangas d'Asano, personne n'est parfait, pas même le protagoniste. Donc, qu'est-ce qui se passe quand un personnage auquel on s'était attaché et même identifié fait une dinguerie qu'on ne peut absolument pas cautionner ? Autrement dit, quel est le message qu'Inio Asano cherche à nous faire passer en procédant de la sorte ? Je vais pas vous donner ma réponse à cette question, parce que je veux vous laisser y réfléchir, et surtout j'ai pas envie de biaiser votre potentielle future lecture avec mes interprétations. Je pense vraiment que c'est une œuvre qui mérite d'être lue avec le moins d'influence externe possible, pour pleinement profiter de toute l'expérience. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est qu'en nous faisant nous identifier à Punpun, Asano nous force à nous questionner, ce qui n'était pas nécessairement garanti dans ses autres œuvres, vu qu'on pouvait plus facilement se distancer en se pensant moralement supérieur au personnage, et donc éviter le questionnement qu'il nous proposait. Ok, donc ça c'était pour le protagoniste. Maintenant, j'ai envie de voir avec vous un autre exemple qui montre précisément à quel point Asano a repoussé les limites de son style. Tout à l'heure, je vous avais parlé de Solanin et de sa prémisse qui reposait sur un couple et son passage à la vie adulte. Eh bien, il y a quelque chose de sensiblement similaire dans Bonne Nuit Punpun, avec Yuichi, l'oncle de Punpun, et sa copine Midori. Au début, quand on découvre Yuichi, il nous est vraiment montré comme la safe place de Punpun, dans le sens où il est le seul adulte en qui il peut pleinement avoir confiance. Sachant que les parents de Punpun divorcent assez tôt dans l'œuvre, que sa mère est suicidaire et que son père est alcoolique. Donc ouais, Yuichi, c'est notre gars sûr. Et puis assez rapidement, il rencontre Midori, avec qui il finit par se mettre en couple. Sauf que Yuichi, il est carrément dépressif. Même s'il ne se l'avoue pas, il n'a quasiment aucune estime de lui-même. Il se déteste et ne pense tout simplement pas mériter cette relation avec Midori. Et tenez-vous prêts, parce que la raison derrière son état, c'est que plus jeune, dans sa vingtaine, il était tombé amoureux d'une lycéenne, qui se faisait battre par sa mère, alors que lui-même était déjà fiancé. Ouais, vous avez bien entendu, il était dans sa vingtaine, il était fiancé, il entretenait une relation adultère avec une lycéenne et la lycéenne en question se faisait battre par sa mère. Il y a vraiment rien qui va dans l'histoire et là, bizarrement, Yuichi c'est plus trop notre gars sûr, hein. Je vous passe les détails sur le dénouement de ce bourbier pour vous laisser le plaisir de découvrir ça par vous-même, mais en gros, cette situation détruit complètement Yuichi de l'intérieur, ce qui l'a poussé dans sa dépression. C'est donc dans ce contexte qu'il rencontre Midori, et aussi difficile que ça aura été, elle parvient à convaincre Yuichi qu'ils peuvent construire cette relation ensemble, tant qu'ils restent sincères l'un envers l'autre. À ce stade donc, Yuichi et Midori ont une relation assez saine, et franchement, c'est un des passages les plus good vibes du manga. On se dit qu'il y a enfin quelque chose qui finit par bien tourner. Sauf que non, c'est jamais aussi facile avec Asano. Flash forward de quelques années et on retrouve Yuichi au bord du suicide parce qu'il vient de tromper Midori. Il n'a pas réussi à tenir la seule promesse qu'il lui avait faite. Tout semble alors indiquer que la relation est vouée à l'échec. Surtout que pour ne rien arranger, Midori, dans sa détresse, cherche du réconfort auprès de Punpun. Mais au lieu de se contenter de simples câlins, elle finit par profiter de lui pour satisfaire ses propres désirs, sachant qu'il n'était même pas encore lycéen. Donc ouais, Midori non plus n'est pas parfaite. Et si vous l'aviez toujours pas compris, on n'est clairement pas sur un manga léger, c'est tout le contraire même. L'histoire tient peut-être en 13 tomes, pourtant je vous assure que c'est tellement lourd et asphyxiant à lire, on dirait qu'elle en fait 56. Mais enfin, si je vous ai parlé de Yuichi et Midori, c'était pour comparer leur couple avec celui de Solanin. Dans les deux cas, on a des personnages qui sont dans la vingtaine et dont la relation connaît quelques difficultés. Et puis, dans les deux cas aussi, on peut attribuer ces difficultés à un mal-être intérieur. Genre dans Solanin, la meuf se questionnait constamment sur sa place dans la société et le sens qu'avait sa vie à l'échelle de l'univers. Mais du coup, c'est pas si étranger à ce que Yuichi lui-même vit pendant sa dépression, sachant qu'il perd le goût des choses et ne considère plus sa vie comme véritablement importante ou précieuse. En fait, la grosse différence, c'est l'intensité avec laquelle ils ressentent leur mal-être. Mais cette intensité ne se limite pas juste à cet exemple, c'est même un très bon terme qu'on pourrait utiliser pour décrire le manga de manière générale. Bonne Nuit Punpun est intense, et c'est précisément ça la clé qui permet de comprendre en quoi cette œuvre est différente des autres mangas qu'a pu réaliser l'auteur. Même s'il ne s'agit que des complications d'une relation, dans Bonne Nuit Punpun, Asano prend la peine de repousser les limites de sa créativité pour rendre son propos le plus intense possible, et ainsi extraire un maximum de substance de ses personnages. Je pense même pas que l'écriture de ces persos soit meilleure dans Bonne Nuit Punpun. Par contre, une chose est sûre, elle est plus intense. Que ce soit les problématiques qui se posent aux personnages ou les erreurs qu'ils finissent inévitablement par commettre, tout dans cette œuvre est fait pour nous marquer.
Mais du coup, à mes yeux, le plus impressionnant avec ça, c'est qu'Asano réussit à ne jamais tomber dans la caricature grossière. Malgré cette intensité, il parvient à nous choquer sans que ce soit absurde, abusé ou ridicule. Du début à la fin, tout est vraisemblable, ce qui est d'autant plus pesant à lire. Ok, très bien. Donc là, normalement, on en a fini avec l'écriture des personnages en tant que tels. On a vu comment Asano s'y prenait pour nuancer ses persos afin de les rendre intéressants, et quel genre de problématiques il leur posait pour progresser leur arc narratif. Du coup, maintenant, j'avais envie de voir avec vous un autre aspect très caractéristique du style d'Asano. La manière avec laquelle il relie ou non les personnages entre eux. Alors, je sais, dit comme ça, il n'y a rien de révolutionnaire, mais en même temps, je suis pas en train de vous vendre un auteur qui a révolutionné son genre. J'essaie juste de vous faire découvrir un auteur qui l'a maîtrisé. Et pour commencer, laissez-moi vous parler de la capacité d'Inyo Asano à entremêler différentes histoires pour créer un tout cohérent. En fait, dans ses mangas, Asano fait évoluer ses personnages dans un monde relativement petit. Pour vous faire comprendre ce que je veux dire par là, je vais me servir du manga Un quartier de lumière comme exemple. Donc, le concept de ce manga, c'est de suivre le quotidien d'un petit quartier résidentiel à travers la vie de différents personnages, comme le gamin accompagnateur de suicide dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais le truc, c'est que plus on avance dans l'histoire, et plus on voit à quel point la vie de ces personnes sont liées, alors même qu'a priori elles n'ont rien en commun, si ce n'est ce quartier où elles habitent. Pour reprendre le cas du gamin par exemple, à un moment, il va aider un certain homme à mettre fin à ses jours. Sauf que l'homme en question s'est avéré être le père de son ami. Donc lui qui pensait faire de son mieux pour l'aider à se remettre de son agression, l'aura finalement aidé en tuant son père. Et c'est du sarcasme au cas où, je veux pas que vous pensiez que le père était l'agresseur. C'était juste un homme à bout qui n'en pouvait plus de sa vie. Par contre, on aura quand même le point de vue de l'agresseur pendant quelques chapitres, mais je vais pas trop vous en dire sur lui. Vous connaissez la chanson maintenant, c'est mieux si vous découvrez ça par vous-même. Pour en revenir à mon propos, ce que je voulais vous montrer avec cet exemple, c'est comment Asano utilise habilement des relations a priori anodines pour faire avancer son histoire et nous faire comprendre que le monde dans lequel on vit est en réalité bien plus petit que ce qu'on pense. Il se sert donc de l'interconnexion qu'il crée pour montrer à quel point des personnages peuvent être proches sans même le soupçonner. Du coup, ouais, même si en théorie le monde est immense, en pratique, celui qu'on côtoie réellement est nettement plus petit. Il se limite à la famille, aux amis, au quartier ou à la ville. Alors là, je vous ai parlé d'un quartier de lumière, parce qu'au vu de sa structure, c'est le cas le plus parlant pour expliciter mon point. Mais c'est pas comme si c'était le seul exemple. Si on s'intéresse à un champ de l'arc-en-ciel, on voit qu'on a encore une structure similaire, dans le sens où plusieurs storylines s'entremêlent pour aboutir à quelque chose d'unifié au bout. Dans ce manga, l'auteur nous plonge une nouvelle fois dans la vie d'un quartier, sauf qu'ici, il choisit d'axer son récit autour d'une fille plongée dans le coma, et il nous raconte ça comme un thriller où le but est de comprendre comment elle en est arrivée là. Du coup, pour élucider ce mystère, on suit la vie de différents personnages qui l'avaient côtoyé, et au fur et à mesure qu'on en apprend plus sur eux, on en apprend aussi plus sur la fille en question. À ce niveau, je trouve qu'il a fait encore mieux que dans un quartier de lumière, vu qu'ici il réussit plus subtilement encore à relier les personnages entre eux. Genre, il y a certains liens qu'on ne comprend vraiment que dans les dernières pages. Mais en fin de compte, la résultante est quand même similaire, parce qu'une fois que le mystère autour de la fille est résolu, on réalise la petitesse du monde dans lequel vivent les personnages de l'œuvre. Du coup, maintenant je me dis que ce qui serait vraiment intéressant, c'est plutôt de regarder les mangas que Asano a fait où la structure est différente, pour voir comment il s'y prend dans ces cas-là. Et ça tombe bien, c'est justement le cas de Solanine et d'Errance. Ces œuvres ont une structure plus classique parce qu'elles ont un protagoniste bien établi qui reste le même du début jusqu'à la fin de l'histoire. L'idée, c'est donc de comprendre comment Asano fait pour créer du lien entre ses personnages et entremêler leurs histoires. Mais en fait, c'est tout con. C'est juste qu'il ne cherche pas à étendre son monde plus que nécessaire. Ce qui fait qu'on se retrouve encore avec un univers en vase clos, sauf que cette fois, il l'amène complètement différemment. Que ce soit Solanine ou Errance, la manière dont Asano nous fait réaliser la petitesse de son monde, c'est en proposant un cast de personnages extrêmement réduit. Genre, dans Solanine, il y a 10 persos à tout casser, et il y en a que 5 qui sont vraiment importants. Le couple dont je vous ai parlé et leurs 3 amis. Pareil, dans Errance, ça dépasse pas les 5 persos importants ce truc. D'un côté, j'ai envie de vous dire que c'est normal, ces mangas sont tellement courts que c'est pas non plus comme s'ils pouvaient se permettre d'introduire une tonne de persos. Mais d'un autre côté, je peux pas m'empêcher de trouver ça fascinant parce que c'est évident que c'est un choix délibéré de la part d'Asano de se limiter de la sorte. Si je reprends Errance par exemple, on a le protagoniste qui est mangaka, son épouse qui est éditrice et une autre femme que le protagoniste fréquente. À ça, on peut ajouter 2 autres persos qui ont une importance non négligeable dans l'intrigue, mais c'est à peu près tout. Et sincèrement, le cœur du récit repose juste sur la triplette de personnages principaux. Pourtant, c'est pas les seuls persos qu'on voit, ni même les seuls qui ont des dialogues. Alors pourquoi Asano les invisibilise de la sorte ? Parce que, je vous assure, la manière dont il raconte cette histoire nous donne vraiment l'impression que le monde du protagoniste est étroit, avec seulement quelques interactions de qualité disponibles.
Eh ben justement, si on se repose la question en ayant en tête le propos d'Errance, ça fait tout de suite beaucoup plus sens. Donc au cas où vous l'auriez oublié, c'est l'histoire du mangaka qui hésite entre passion et succès. Mais le truc, c'est que cette situation va le pousser dans une certaine solitude, et c'est pour ça qu'aucune interaction ne semble avoir de poids. Comme on vit l'histoire du point de vue du protagoniste, Asano a fait en sorte qu'on ressente aussi la solitude du perso. Et on peut amener une réflexion équivalente dans Solanine, sauf qu'ici l'auteur ne cherche pas à raconter la solitude, mais simplement un état de déprime, ainsi qu'une légère crise identitaire. Du coup, la protagoniste a effectivement très peu de relations, mais elles ont énormément de valeur et de poids, le but étant de montrer l'importance de relations saines et solides. Donc au final, on a pu constater qu'indépendamment de la structure de ses œuvres, Inyo Asano restreint toujours le monde de ses personnages. Soit il fait ça en racontant plusieurs petites histoires centrées sur différents persos pour ensuite montrer comment ces persos sont liés, soit il limite carrément les interactions de son protagoniste en ayant peu de personnages importants dans l'œuvre. Du coup, il nous fait conscientiser la petitesse de notre propre monde. On vit dans un environnement bien plus étroit que ce qu'on imagine. Très bien, reste maintenant à voir comment cette caractéristique prend forme au sein de Bonne Nuit Poun Poun. Et je vais pas tourner autour du pot très longtemps, en fait ici Inyo Asano mélange en quelque sorte ces deux approches. D'une part, il propose un cast assez restreint autour du protagoniste pour narrer l'étroitesse de son monde, et d'autre part, il s'efforce à raconter la vie d'autres personnages en nous montrant comment ces derniers sont interconnectés. Encore une fois, c'est quelque chose qu'il peut se permettre, principalement parce que l'œuvre est plus longue, et donc il a beaucoup plus de pages pour développer son histoire. Mais du coup, force est de constater que ça fonctionne vraiment bien. En fait, quand il nous introduit Poun Poun au début de l'histoire, il nous introduit aussi ses camarades de la primaire. Bon, jusque-là, rien de bien particulier. Mais ça devient vraiment intéressant quand Poun Poun entre au collège, et qu'on le voit perdre progressivement contact avec chacun des camarades qu'il s'était fait. Et ce qui est intéressant là derrière, c'est pas juste la perte de contact. C'est surtout que nous, en tant que lecteurs, on continue de voir la vie de certains des amis de Poun Poun. Considérons Semi, un des amis de primaire de Poun Poun. Je sais pas pourquoi j'ai commencé ma phrase comme si j'allais vous poser une démo en maths, mais soit, reprenons. Donc, Semi, il va au même collège que Poun Poun. Alors, logiquement, on aurait pu imaginer qu'ils soient restés amis. Pourtant, c'est loin d'être le cas. Ils ne s'adressent plus du tout la parole. Mais c'est pas parce qu'ils se sont embrouillés. Ils ont juste naturellement arrêté de se fréquenter parce qu'ils n'étaient plus dans la même classe. Ce que je trouve vraiment fort ici, c'est la justesse avec laquelle Asano raconte ce genre de séparation. L'existence ou la survie d'une amitié peut véritablement se jouer sur des détails minuscules. Puis derrière, Semi et Poun Poun prennent des chemins de vie complètement différents. Donc ils n'échangeront plus aucune interaction de tout le manga. Alors même que nous, on continue de voir l'évolution de Semi en parallèle de celle de Poun Poun. En fait, c'est comme si Asano avait repris la formule du chant de l'arc-en-ciel ou du quartier de lumière, mais qu'il l'avait inversée. Et donc, plutôt que de commencer avec des personnages étrangers pour ensuite nous montrer comment ils sont connectés, Asano commence avec des personnages connectés pour ensuite les rendre étrangers. Mais attendez, c'est pas fini, parce qu'au milieu de cette relation Semi-Poun Poun qui se dissipe avec le temps, il faut aussi prendre en compte le cas de Sachi. Alors elle, c'est une fille d'une autre école, que Semi avait rencontrée quand il était en primaire et avec qui il s'était lié d'amitié. Ils ont tous les deux eu un impact important l'un pour l'autre, mais la vie étant ce qu'il est, ils se sont perdus de vue en grandissant. Sauf que le truc marrant, c'est que Sachi rencontre Poun Poun une fois adulte, et ils finissent carrément par se mettre en couple. Évidemment, Semi n'en sait absolument rien, mais Poun Poun ne sait pas non plus que Sachi était ami avec Semi, tout comme Sachi ne sait pas que Poun Poun était ami avec Semi. Bon, là je vous ai peut-être perdu. Mais de toute manière, ce point de l'intrigue n'a pas pour but de créer du drama ou de la tension. Il est juste là pour rappeler que le monde dans lequel on vit est plus petit que ce qu'on pense. Et Asano le raconte de manière excellente dans ce manga. Ok, mais à la base, je vous avais dit que Bonne Nuit Poun Poun mélangeait deux approches. Donc maintenant, il nous reste aussi à voir ce qu'il en est de la structure de Solanine et d'Errance. Sauf que si vous avez bonne mémoire, vous vous souvenez que je vous ai déjà dit que le cast de personnages dans Bonne Nuit Poun Poun est relativement restreint. Donc forcément, ça affecte la manière dont on perçoit le protagoniste. Surtout que ce qui est vraiment brillant de la part d'Asano, c'est qu'on peut percevoir l'évolution mentale de Poun Poun rien qu'à travers son entourage. Plus il va mal, et plus il est seul. C'est comme ce qu'on avait vu dans Errance, mais ici, Asano peut carrément jouer avec le nombre d'interactions de qualité disponibles, pour les augmenter ou les diminuer en fonction de comment Poun Poun évolue dans sa vie. Pour ceux qui ont lu Berserk, c'est comme quand on voit Guts seul et déprimé. Puis il rejoint la troupe du Faucon et il est heureux. Puis il quitte la troupe du Faucon mais il reste heureux. Mais après il redevient seul donc il est déprimé. Et puis progressivement il se refait des potes et on le voit redevenir heureux. Ouais, je sais, t'as jamais entendu quelqu'un résumer Berserk comme ça? Pardon Miura. Mais du coup, je me répète, Asano n'a rien inventé. En revanche, ce qui fait sa force, c'est qu'il est parfaitement capable d'écrire des relations vides d'intérêt pour les persos,
afin de donner du relief à celles qui sont véritablement qualitatives. C'est comme ce que je vous disais par rapport au protagoniste d'Errance. Il a beau côtoyer et interagir avec plein de persos différents, ce sont des interactions sans réelle valeur. Et on retrouve ce même phénomène dans Bonne Nuit Poun Poun. Sauf qu'ici, on a aussi l'avantage supplémentaire de pouvoir voir des relations gagner ou perdre en valeur, vu que l'histoire s'étale sur des années. Genre, après que Poun Poun ait été violé par Midori, leur relation n'est plus du tout pareille. Et puis, parfois, il y a des relations qui commencent en étant mauvaises et qui finissent carrément par être catastrophiques, malgré toute la bonne volonté d'une des deux personnes. Du coup, on se retrouve avec un manga où l'auteur sait précisément comment écrire des relations, et surtout, comment les faire évoluer à travers le temps, en jouant sur leur qualité et leur quantité. C'est ça la réelle plus-value de Bonne Nuit Poun Poun qu'on ne retrouve dans aucun autre de ses mangas. Même si le style est le même, le fait de raconter la vie de son protagoniste sur une période de 20 ans lui donne la possibilité de faire évoluer les relations à sa guise. En fait, c'est comme si dans ses autres œuvres, il dessinait toujours que des carrés, mais que pour celui-ci, il sait ajouter une dimension supplémentaire afin de pouvoir dessiner des cubes. Petite analogie mathématique pour rappeler les débuts de la chaîne, tu connais. Bref, en gros, Bonne Nuit Poun Poun n'échappe pas à la règle du vase clos. Inyo Asano aime restreindre l'univers de ses histoires, donc sans surprise, c'est le cas aussi de son plus gros classique. D'ailleurs, il y a plein d'autres exemples dont j'aurais pu vous parler, mais je pense que mon message a été suffisamment clair. Donc, on peut passer à la dernière caractéristique du style d'Asano. Alors, il y a un monde où la seule raison pour laquelle vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est parce que j'ai parlé de Slice of Life dépressif dans le titre, et ça fait plus de 25 minutes que je vous ai fait attendre, mais du coup, si c'est votre cas, félicitations, car la patience est une vertu, et vous avez su vous montrer très patient. Bon, après, ça va. Normalement, si vous avez bien suivi la vidéo, vous avez déjà dû capter le côté dépressif des œuvres d'Asano. En fait, c'est pas le genre d'auteur à faire des histoires chill qui finissent mal et nous laissent en PLS à cause de la fin. Lui, c'est plutôt l'inverse. Il fait des histoires hardcore émotionnellement et il finit avec une touche de positivité. Zerma, c'est un gars optimiste, mais il croit la faire à qui, sérieux? Y a pas un manga à lui que j'ai lu où il y avait pas un truc traumatisant ou déprimant. Rien que si je reprends les exemples de cette vidéo, je vous ai parlé d'un gamin qui aide les gens à se suicider et qui a tué le père de son ami qui s'est fait agresser sexuellement, puis je vous ai parlé d'une prof qui laisse son élève se faire harceler parce qu'elle la déteste, élève qui s'est aussi fait agresser d'ailleurs, il y a le protagoniste d'Errance, dont je vous ai beaucoup parlé, lui on peut clairement dire qu'il tend vers une certaine dépression au vu de son anédonie, et pensez pas que Solani n'échappe à la règle, même si au début ça semble hyper chill et good vibes, là aussi on aura notre dose de trauma et de déprime. Mais en fait, ce que je trouve intéressant ici, c'est qu'Asano n'est pas dans une dépression performative. Ouais, je sais, 2026, faut caler performatif partout apparemment. Plus sérieusement, ce que je veux dire par cette idée de dépression performative, c'est que les œuvres d'Asano ne sont pas déprimantes simplement pour l'être. D'ailleurs, malgré toutes les atrocités qu'il fait subir ou commettre à ses personnages, on a rarement l'impression que c'est une fatalité, c'est assez étrange. De manière générale, de toute façon, c'est particulier de lire du Asano, parce qu'on dirait que sa perception du monde est teintée de noir. Genre, tout ce qui peut mal finir, va mal finir. Sauf que, dans le même temps, il s'efforce aussi à montrer comment ces personnages réussissent à se relever des pires atrocités. Ce qui donne à ces mangas un équilibre assez étrange entre, d'un côté, le pessimisme lié au trauma et à la chute des persos, et de l'autre, l'optimisme lié à leur guérison et leur capacité de remonter la pente. C'est pour ça que l'ambiance déprimante de ces mangas ne semble pas performative à mes yeux. Il ne cherche pas à nous rendre tristes, il cherche juste à nous transmettre sa perception du réel. Et vraisemblablement, la réalité que lui voit est plus sombre que ce à quoi on est habitué. Pour ce qui est du pourquoi maintenant, j'ai deux idées d'interprétation qui me viennent en tête. La première déjà, c'est qu'en nous montrant autant d'actes horribles, que ce soit des meurtres, des viols, des agressions sexuelles ou non, des suicides, des tentatives de suicide ou encore des tendances addictives, Asano veut nous faire comprendre que ces mots, M-A-U-X, pas M-O-T-S, occupent une place dans la société plus grande que celle qu'on veut bien admettre. Donc, s'ils sont aussi fréquents dans ces histoires, c'est parce qu'à ses yeux, ce sont des phénomènes qui sont très fréquents dans la vraie vie aussi. Or, n'est-ce pas le propre du slice of life que de raconter une tranche de vie? C'est donc logique et même normal d'y retrouver autant de noirceur. Un peu comme si Asano voulait consciemment stopper l'invisibilisation autour de ces problèmes sociétaux. Il ne cherche ni à exagérer, ni à caricaturer la présence de ces phénomènes. Il veut simplement raconter comment ils existent dans le quotidien de tout un chacun. Ce qui me permet d'embrayer sur ma seconde idée d'interprétation, qui va de pair avec la première. En fait, en donnant une place aussi importante au trauma dans ses œuvres, Asano nous pousse à nous questionner sur les potentiels traumas des personnes que l'on fréquente. Parce que quand on lit ces mangas, on est incapable de deviner si tel perso a commis ou subi un acte traumatique. D'ailleurs, parfois, un même perso en a subi et commis. Mais du coup, à chaque fois, on réalise à quel point le passé des gens a pu être traumatisant, même s'ils ne laissent jamais rien paraître. Chacun fait de son mieux malgré le bagage émotionnel plus ou moins lourd qu'il transporte avec lui, et honnêtement, Asano raconte ça très bien. Peut-être même un peu trop bien d'ailleurs, ce qui me fait penser qu'il a très probablement lui-même vécu une dépression. Et ici, je vais encore devoir me répéter, mais la clé dans l'écriture d'Asano,
C'est clairement la justesse de son style. Je vous ai fait un laïus sur les personnages, puis sur les relations. Mais franchement, ce sur quoi il est le plus juste, c'est peut-être bien la noirceur ambiante de ses mangas. Parce qu'il a su ne pas tomber dans une surenchère de drames, et plutôt se concentrer sur ce que ces drames apportent à ses personnages. D'ailleurs, un autre truc qui contribue à accentuer l'ambiance assez pesante de ses œuvres, c'est qu'Asano semble obsédé par la fin du monde. Vraiment, dans tous ces mangas que j'ai lus, il y faisait toujours au moins une fois référence. Soit c'était juste dans une conversation en passant entre deux personnages, soit c'était carrément un point important de l'intrigue. Ça m'a pris un peu de cours au début parce que je m'attendais pas à ce qu'il aborde aussi fréquemment le sujet. Je veux dire, pour quelqu'un qui cherche à raconter notre réalité, j'ai trouvé ça étrange qu'il accorde autant d'importance à la fin du monde. C'est pas comme si c'était un truc dont on parlait tous les jours. Mais du coup, ça m'a poussé à me demander si Asano n'était pas croyant. Surtout qu'il met toujours quelques petites pincées de surnaturel dans ses histoires, donc entre ça et la fin du monde, je me dis qu'il y a de grandes chances qu'il soit effectivement croyant. Source, t'inquiète, hein. Ok, alors là, on approche de la fin de la vidéo. Et après avoir analysé la manière dont Asano plongeait ses histoires dans une ambiance dépressive, avec quelques petits soupçons d'optimisme, on peut maintenant s'intéresser à Bonne Nuit Poun Poun, pour tenter de comprendre comment il a repoussé les limites de cette caractéristique. Là encore, c'est pas les exemples qui manquent. Je vous ai déjà parlé de la dépression du Ichi, du viol de Midori sur Poun Poun, de l'alcoolisme du père de Poun Poun et des tendances suicidaires de la mère de Poun Poun. Donc ouais, et rien que sur la famille de Poun Poun déjà, on voit qu'il y a un cocktail bien explosif. Sauf que dépression, viol ou suicide, en vrai, c'est des thématiques assez récurrentes dans les mangas d'Asano. La valeur ajoutée de Bonne Nuit Poun Poun n'est donc pas dans les atrocités qu'il choisit de montrer, mais plutôt dans la manière de les montrer. Déjà, il est beaucoup plus explicite dans sa façon de recouvrir le monde de noir. Et là, j'en reviens à ma métaphore sur les canards bizarres. En fait, comme le protagoniste et sa famille n'ont pas un corps humain, Asano se permet d'exagérer certains traits pour encore plus accentuer les émotions ressenties. Typiquement, la scène où Yuichi est au bord du suicide montre ça parfaitement. On ressent tout son craquage mental. Il n'en peut plus de cette vie et déteste la personne qu'il est devenu. Si ça fonctionne aussi bien, c'est parce qu'on s'était habitué à avoir un trait hyper simpliste sur lui, et que là, d'un coup, on passe sur un trait complètement différent, avec plein de détails qui viennent appuyer la détresse du perso. Et cette rupture entre le trait normalement simpliste de la famille de Poun Poun et le trait détaillé qu'ils ont par moment est géniale pour mettre en évidence les éléments sur lesquels Asano veut attirer notre attention. Alors, je sais que ça sonne bizarre, mais je vais essayer de vous mettre les bonnes planches à l'écran pour que vous compreniez mon propos. D'ailleurs, toujours sur cette métaphore, Asano se permet aussi de jouer avec la couleur de ces canards bizarres. Genre, la plupart du temps, ils sont blancs et sans nuances. Mais, en fonction de leur état mental, ils peuvent très bien et très vite s'assombrir. Le meilleur exemple étant sûrement Poun Poun, mais avec lui, Asano pousse carrément le truc plus loin parce qu'il va aussi changer sa physionomie. Maintenant, je pense que l'élément principal qui rend Bonne Nuit Poun Poun beaucoup plus lourd et asphyxiant à lire que n'importe quel autre manga d'Asano, c'est le fait qu'il raconte les actes en prenant beaucoup plus son temps. Là où dans les autres mangas, il nous les montrait assez rapidement juste pour nous faire comprendre ce qui se passait, dans Bonne Nuit Poun Poun, il nous les fait limite vivre avec les personnages tellement c'est long, lent et interminable. C'est horrible à dire, mais on a l'impression de vraiment voir les berceaux se briser devant nous. Genre, si je prends la scène du viol de Poun Poun par Midori, c'est tout con, mais la petite larme qui coule sur le visage de Poun Poun, ah putain, ça fait vraiment trop mal. Tu sens toute l'impuissance et la vulnérabilité du perso. Il ne peut rien faire à part subir et attendre. Et nous, on est dans la même situation. On peut rien faire à part subir et attendre. Dans ce genre de moment, tourner les pages, c'est vraiment dur, hein. T'as qu'une envie, c'est de fermer le truc et d'aller respirer un grand coup dehors. D'ailleurs, je reprends souvent les mêmes exemples avec la dépression du Ichi ou le viol de Poun Poun. Mais c'est surtout parce que je vais éviter au maximum de vous spoiler. Sinon, croyez-moi, il n'y a pas un tome qui est facile à lire. Même quand on pense que tout va enfin pour le mieux, ça dure très peu de temps et assez rapidement derrière, Asano nous assène un coup de malheur dans notre gueule. En fait, Bonne Nuit Poun Poun, c'est juste un manga qui te met à terre mais en boucle genre. À chaque fois que tu te dis ça peut pas être pire, ça va finir par être quand même bien plus pire que ça. Et je veux vraiment insister sur ce point. Mais c'est jamais surréaliste. Peu importe la taille des atrocités qu'on voit, elles sont toujours étrangement mais solidement ancrées dans le réel. En fait, c'est tellement réaliste que ça en est absurde. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au-delà d'y croire dans l'univers de Bonne Nuit Poun Poun, on croit aussi que c'est possible que ça arrive en vrai. Et c'est probablement ça le pire. Si je reprends mon exemple de Guts de tout à l'heure, là aussi Miura, il sait comment nous mettre à terre en nous montrant des trucs atroces et de plus en plus horribles. Mais au moins, avec Berserk, on n'a pas l'impression que ce genre de truc existe en vrai. Genre, je m'attends pas à ce que l'éclipse existe un jour. L'univers de l'œuvre est suffisamment surnaturel pour qu'on puisse plus facilement s'en détacher. Mais dans Bonne Nuit Poun Poun, il n'y a même pas cette petite lueur. Faut vraiment juste accepter que c'est 13 tomes de souffrance sur la vie, qui sont extrêmement bien écrits.
Bon, j'ai beaucoup parlé jusqu'à présent et je vous ai donné beaucoup de nouvelles informations. Du coup, c'est peut-être le moment d'en faire un petit récap pour voir ce qu'on peut dégager de tout ça. Alors, pour ce qui est de l'écriture des personnages, on a vu que la spécialité d'Asano, c'était la nuance. Il se refuse catégoriquement à écrire des personnages sans défaut, peu importe l'œuvre, le personnage ou son importance dans l'histoire. Il sera toujours un minimum nuancé. Et j'avoue, j'aime assez bien sa manière de faire. Déjà parce que ça rend les histoires infiniment plus intéressantes, vu qu'il ne nous donne jamais une grille de lecture facile pour décoder ses œuvres, et puis aussi parce que c'est une bonne manière de se rappeler que le monde dans lequel on vit est fait d'humains qui sont imparfaits. Il y a rarement des gentils et des méchants tout faits. Le plus souvent, on est au milieu avec des qualités qui nous font bien agir et des défauts qui nous font mal agir. Je sais que l'analyse est très simpliste, mais j'ai envie de vous dire pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple. In fine, le slice of life, c'est un genre humain et entier. Alors Asano nous montre son humanité, il ne cherche pas à idéaliser la vie, mais la raconte telle qu'il l'aperçoit. Donc forcément, ces personnages sont humains et entiers eux aussi. Ensuite, on a vu qu'Inyo Asano aimait bien restreindre le monde accessible de ses personnages, soit en les faisant côtoyer très peu de personnes, soit en montrant comment des inconnus a priori étrangers étaient finalement plus proches que prévu. Là aussi, on peut déceler la vision du monde de l'auteur, qui nous invite à reconsidérer notre environnement. D'une part, il nous rappelle que la vie doit se vivre en communauté, pour éviter la solitude et ses conséquences, et d'autre part, il nous montre que l'espace dans lequel on évolue est de toute façon plus petit que ce qu'on pense. Enfin, la dernière caractéristique dont on a parlé, à savoir l'ambiance déprimante des œuvres d'Asano, nous a montré comment l'auteur s'en servait pour ancrer ses récits encore plus dans le réel. Il ne dessine pas ces atrocités pour simplement choquer le lecteur, elles ont toujours un propos narratif clair, et on pourrait même ajouter qu'elles portent un message sociétal. Des trois caractéristiques que j'ai décidé d'isoler, je pense que celle-ci est certainement celle qui découle le plus du vécu d'Asano. La justesse avec laquelle il dépeint ça me laisse croire qu'il a dû vivre quelque chose de similaire. Du coup, en nous intéressant à ces trois caractéristiques, on a aussi pu comprendre pourquoi son manga Bonnyu Punpun était une telle réussite. Inyo Asano a su transposer son style sur ce manga en l'améliorant et en repoussant ses propres limites. Le facteur qui explique ça, dont j'ai le plus parlé dans la vidéo, c'était la longueur de l'œuvre, parce qu'elle a permis à l'auteur de pouvoir plus exploiter ses propres qualités. Mais je veux bien que vous compreniez que ce n'était absolument pas garanti, précisément parce qu'il avait perfectionné son style sur des œuvres courtes. Donc il aurait très bien pu se foirer. Sauf que du coup, il l'a tellement bien adapté qu'il nous a pondu un classique en tout point. Probablement d'ailleurs que c'est le manga de sa vie. Bref, je pense avoir fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. C'est la première fois que je m'essayais à un exercice du genre, où le but c'est de vous présenter un auteur et pas juste ma dernière lecture. J'avais fait mes premières vidéos review d'œuvres et j'avoue, j'étais pas trop convaincu par le résultat ou le format. En fait, j'ai toujours autant envie de vous parler de mes lectures du moment. Juste, je me suis dit que c'était peut-être mieux de le faire sous un autre angle. D'ailleurs, si jamais, je vous conseille pas de commencer Inyo Asano par Bonnyu Punpun. Je pense que c'est mieux si vous plongez dans l'univers avec une œuvre un peu plus courte. Perso, je vous conseille Solanine. C'est en 2 tomes, ça se lit assez vite et c'est une belle porte d'entrée dans le slice of life déprimant d'Asano. Et donc maintenant, pour conclure définitivement cette vidéo, je dirais qu'en décortiquant le style d'Inyo Asano, on a pu comprendre comment ce dernier voyait la vie. Alors, premièrement, les humains sont faillibles. Deuxièmement, le monde dans lequel on vit est réellement petit. Et troisièmement, ce monde est définitivement cruel. Bref, c'était tout pour moi, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, lâchez un petit like, un petit commentaire, et abonnez-vous aussi, ça fait toujours plaisir. Puis si vous avez pas aimé, du coup, c'est le moment de mettre un dislike, mais mettez quand même le commentaire, histoire d'expliquer pourquoi. Sur ce, c'était le Strauss, merci d'avoir regardé, et à la prochaine.